se lève seul, il respecte pas 10 minutes de calomnie partout. Il se lève seul, il n'a pas dans sa tête une puissance. Il se lève seul, il respecte pas 10 minutes de calomnie partout. Il se lève seul, il a donné son avis, il se lève seul, il n'a pas dans sa tête une puissance défendue partout. Personne n'a tué, les 5 compagnies, quelque chose à essayer. Il se lève seul, il a donné son avis, on fait mal de lui, Isaac et Jérémie. Personne n'a tué, les 5 compagnies, quelque chose à essayer. Les risées sont prévues, encore là-bas, Isaac et Jérémie. Les Jonas, ici, ça, dans les 5 nuits. Ancien regard, qui meurt, les poils dans la nuit. Les Bordeaux, quelque chose en ici. Porte-monnaie, acheteurs et gros tissus. Les valeurs, emplacements à fond perdu. Ça fait de l'anglais et c'est vraiment perdu. Quand le fil se coupe, on part tout seul, on part tout nu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir est une philosophe française née en 1908. Elle est connue comme étant l'une des principales théoriciennes du féminisme au XXe siècle, notamment à travers son œuvre Le Deuxième Sexe, paru en 1949. C'est une philosophe qui a eu beaucoup d'influence dans l'histoire des idées politiques contemporaines. Elle est l'une des premières à avoir placé la question du genre au cœur de ses analyses, même si elle n'utilise pas directement ce terme dans son œuvre. Et si le féminisme de Simone de Beauvoir mérite qu'on s'y arrête, c'est parce qu'il constitue le prolongement d'une vision philosophique beaucoup plus large, une vision philosophique qu'on appelle l'existentialisme, et sur laquelle on va se pencher dans cet épisode pour tenter de comprendre de quel féminisme nous parlons. En effet, quand on parle du féminisme, on ne sait pas toujours exactement de quoi il retourne. Entre le féminisme libertaire, le féminisme intersectionnel ou le féminisme différentialiste, grande est la tentation de voir dans ces subdivisions du féminisme des querelles de clochers. Mais en réalité, on va voir que les choses sont, comme toujours, un petit peu plus complexes, et qu'il y a au fondement du féminisme de Simone de Beauvoir une vision du monde et de l'être humain, qu'on peut partager ou pas, mais qui a au moins le mérite d'éclairer le sens profond de son engagement. Alors avant d'analyser cette vision philosophique qui est celle de Simone de Beauvoir, il peut être intéressant de revenir sur certains éléments de sa vie, non pas pour se livrer à des interprétations psychologiques hasardeuses, on n'est pas là pour ça, mais parce que Simone de Beauvoir a elle-même relaté certains épisodes de sa jeunesse comme ayant été déterminants dans la construction de sa pensée. Et l'un des épisodes les plus marquants de sa jeunesse, c'est le jour où elle a pris conscience qu'elle allait devoir devenir une femme indépendante. Alors, replaçons les choses dans le contexte. On est quelques années après la Première Guerre mondiale. Le grand-père maternel de Simone de Beauvoir, Gustave Brasseur, est président d'une grande banque française, la Banque de la Meuse. Et la banque fait faillite. Brasseur est déclaré en banqueroute, et cette banqueroute précipitera toute la famille dans la ruine. Les Beauvoir, qui habitaient rue Raspail à Paris, sont contraints de déménager dans un vieil appartement du 6e arrondissement, puisqu'ils n'ont plus les moyens d'assumer leur ancien loyer. Simone a une sœur, Hélène, et les deux jeunes filles voient le climat familial se dégrader progressivement, en même temps que leur situation sociale. Ce que vit à ce moment-là Simone de Beauvoir, c'est l'expérience du déclassement. Et ce déclassement se fera sentir dans sa chair quand son père lui annoncera qu'elle et sa sœur seraient contraintes de travailler dur pour subvenir à leurs besoins. Alors il se trouve qu'à cette époque, Simone de Beauvoir a un rêve, celui de devenir écrivaine. Une écrivaine célèbre, dira-t-elle. Et d'une certaine manière, on peut dire que son expérience du déclassement a transformé ce rêve en ambition. Il ne s'agissait plus d'un espoir, il s'agissait désormais d'une nécessité. Nécessité de travailler pour s'élever socialement, nécessité de lutter pour son indépendance, nécessité de gagner le respect et la reconnaissance dans un monde essentiellement gouverné par des hommes. C'est donc nourri par cette ambition qu'après son baccalauréat, Simone de Beauvoir entame des études classiques, lettres et mathématiques. Elle obtient son certificat avant de s'orienter vers une licence de philosophie, une discipline pour laquelle elle se passionne. En 1929, elle fait la rencontre de Jean-Paul Sartre. Elle a 20 ans, il en a 22. Cette rencontre avec Sartre sera déterminante dans la trajectoire de Simone de Beauvoir. Elle verra en lui un génie inspirant, qui sera d'abord pour elle un guide, avant de devenir un compagnon, son amour nécessaire, comme il le dira lui-même plus tard, pour qualifier leur relation. Sur le plan philosophique, Simone de Beauvoir partage la vision existentialiste de Jean-Paul Sartre, et c'est là qu'il va falloir entrer un peu dans le détail de cette pensée existentialiste, car, comme je vous le disais au début de cet épisode, c'est dans cette pensée que l'engagement féministe de Simone de Beauvoir va véritablement plonger ses racines. Alors, qu'est-ce que l'existentialisme ? Bien, la définition la plus simple qu'on puisse donner de l'existentialisme, c'est en gros l'idée que l'être humain est maître de sa destinée. Pour être un peu plus précis, l'existentialisme, c'est l'idée que l'être humain ne possède pas une nature prédéfinie,
une essence prédéfinie, mais qu'au contraire, il construit son essence, il construit son identité, et il la construit au travers de ses choix et de ses actions. En clair, l'être humain n'est rien d'autre que la somme de ses choix. Pour ceux que ça intéresse, on trouve une présentation très facile d'accès à ce courant de pensée dans le petit livre de Jean-Paul Sartre intitulé « L'existentialisme est un humanisme », qui est à l'origine une conférence qu'il a donnée en 1945. Et dans cette conférence, Sartre prend un exemple très concret que tous les professeurs de philosophie utilisent pour expliquer l'existentialisme à leurs élèves, c'est l'exemple du coupe-papier. Qu'est-ce qu'un coupe-papier ? Un coupe-papier, nous dit Sartre, c'est d'abord un objet qui a été fabriqué. C'est un objet qui a un créateur. Jusque-là, on est d'accord. Donc si on est d'accord avec ça, on sera aussi d'accord pour dire que ce coupe-papier, avant d'avoir été fabriqué, il a d'abord été pensé par son créateur. Il a d'abord été conçu dans l'esprit avant d'être conçu dans la matière. Et dire que le coupe-papier a été pensé avant d'être créé, c'est dire que sa création répond à un but. Elle répond à une fonction, celle de couper du papier. Autrement dit, un objet fabriqué, c'est un objet qui a une fonction. Et cette fonction détermine son essence. Alors évidemment, ce n'est pas un hasard si Sartre prend l'exemple du coupe-papier, parce qu'en l'occurrence, le nom de cet objet signale sa fonction. Et en signalant sa fonction, il signale son essence. Et donc ce que nous dit Sartre, c'est que dans le cas du coupe-papier, l'essence précède l'existence. L'essence précède l'existence, autrement dit, la fonction précède la fabrication. Parce que s'il n'avait pas de fonction, le coupe-papier n'aurait littéralement aucune raison d'être. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à fabriquer un objet pour ensuite se demander à quoi il pourrait servir. Ça paraît logique. Donc, dans le cas des objets fabriqués, l'essence précède l'existence. Or, ce que nous dit l'existentialisme, c'est que, s'agissant de l'être humain, ce n'est pas l'essence qui précède l'existence. C'est au contraire l'existence qui précède l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, contrairement à un objet fabriqué, l'être humain n'a pas de créateur. Et donc, s'il n'a pas de créateur, il n'a pas de fonction prédéfinie par son créateur. Et s'il n'a pas de fonction, il n'a pas d'essence. Il n'a pas d'essence puisqu'il est libre de choisir son essence. Et donc la conséquence de l'existentialisme, c'est que parler d'une essence de l'homme ou d'une nature de l'homme, ça n'a pas de sens. Parce que c'est présupposer qu'il existerait en amont de notre existence un projet qui donnerait un sens particulier à notre existence. Mais qui serait l'auteur de ce projet ? Dieu ? Oui. C'est ce qu'on appelle l'existentialisme chrétien. Et sauf que l'existentialisme de Sartre et de Beauvoir est un existentialisme athée. C'est un existentialisme fondé sur l'idée qu'il n'existe pas de créateur du genre humain et que c'est justement pour ça qu'il est vain de rechercher une essence de l'homme. La seule essence de l'homme, c'est sa liberté. C'est le fait qu'il soit lui-même l'auteur de son essence. Et renier cette liberté en cherchant à définir une prétendue nature humaine, c'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Donc, quand l'existentialisme dit que la vie humaine n'a pas de sens, c'est pour dire que le sens de la vie n'est pas à rechercher dans un au-delà métaphysique, dans ce que Nietzsche appelait un arrière-monde, mais dans notre propre subjectivité, dans notre propre existence au monde. Le sens de notre vie, c'est nous qui le construisons. Et nous le construisons parce que nous possédons une conscience, que cette conscience fait de nous des sujets et non des objets, et que le propre d'un sujet, c'est d'être l'inventeur de son destin. Quand on demande à quoi un objet est destiné, on demande quelle est son utilité, quel est son but. C'est ça, le destin d'un objet. Son but. Mais s'agissant de l'homme, son but, c'est de se destiner. C'est de choisir son destin. Donc c'est ça l'idée maîtresse de l'existentialisme, l'idée que l'être humain choisit son destin. Et choisir son destin, c'est quelque chose de très concret. Choisir son destin, c'est choisir l'environnement dans lequel on veut évoluer. C'est choisir la situation à laquelle on veut accéder. On peut choisir d'être écrivain, c'est le choix que fera Simone de Beauvoir. On peut choisir d'être boulanger, d'être garçon de café, d'être banquier. C'est nous qui décidons. C'est nous qui incarnons notre projet existentiel. Et même s'il est évident que chacune de ces options est plus ou moins difficilement atteignable, selon notre milieu d'origine, selon notre situation sociale, selon la pression de l'environnement, ce que nous dit l'existentialisme, c'est que ces options, elles existent.
Nous ne sommes pas condamnés à être ce que notre environnement a fait de nous. Il y a une phrase de Sartre qui résume assez bien les choses. Il dit « L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. » Tout est dit. Quand on veut critiquer l'existentialisme, l'un des arguments qui reviennent le plus consiste à dire que c'est une philosophie qui ne tient pas compte des déterminismes sociaux. C'est d'ailleurs ce que reprocheront à Sartre certains auteurs marxistes, comme Georg Lukács, à ne pas confondre avec le réalisateur, qui dira que l'existentialisme est en réalité le nouveau masque philosophique de la bourgeoisie, puisque l'existentialisme ne se préoccupe plus des structures économico-sociales, mais se porte uniquement sur la conscience de l'individu. C'est pas faux. C'est pas faux, mais ce que disent les existentialistes, ce n'est pas que les structures économico-sociales n'existent pas. Ils ne disent pas que nous ne sommes soumis à aucune influence ni à aucun déterminisme. Ce qu'ils disent, c'est que l'être humain n'est pas un objet. Et si l'être humain n'est pas un objet, c'est parce qu'étant doté d'une conscience, il n'est pas condamné à suivre passivement le flux de ses déterminations. Parce qu'alors, qu'est-ce qui nous différencie des objets ? À chaque fois que nous nous donnons une identité, à chaque fois que nous nous donnons une essence, c'est nous qui nous donnons cette essence. On aura beau tourner le problème dans tous les sens, le fait est que si notre essence se définit par nos actions, nous avons le pouvoir de définir notre essence. À chaque instant. Et ce n'est pas parce que le bateau est poussé par les courants marins que le capitaine ne tient pas son gouvernail. C'est justement malgré les courants marins que le capitaine peut définir la trajectoire de son bateau, en fonction de son projet et de la destination qu'il s'est fixée. C'est ça le principe de l'existentialisme. La conscience humaine est le gouvernail par lequel nous dirigeons notre existence. Alors, au terme de ce petit développement sur l'existentialisme, vous serez en droit de me dire « Ok, mais quel rapport avec le féminisme ? Parce que c'est bien beau de théoriser sur le fait que l'être humain n'a pas d'essence, mais concrètement, on ne voit pas très bien ce que ça a à voir avec le féminisme. Bien ce que ça a à voir, c'est très simple. C'est que si l'être humain n'a pas d'essence, si c'est l'être humain lui-même qui définit son essence, eh bien ça veut dire qu'il n'existe pas plus d'essence humaine, qu'il n'existe d'essence féminine. En d'autres termes, la féminité, comme la masculinité, ça n'existe pas. Alors là, évidemment, on arrive en plein cœur du sujet. Et si j'ai voulu prendre le temps de revenir sur ce qu'est l'existentialisme, c'est pour vous montrer à quel point le féminisme défendu par Simone de Beauvoir en découle de façon logique. Car la caractéristique de ce féminisme, c'est qu'il repose philosophiquement sur ce qu'on appelle un anti-essentialisme. L'essentialisme, c'est le fait d'attribuer aux choses des propriétés naturelles et immuables. C'est dire par exemple qu'il existerait une nature féminine, un éternel féminin, autrement dit que la féminité ne serait pas quelque chose de culturel, mais d'inné et d'intemporel. Donc, si vous avez bien suivi ce qu'on a dit jusqu'à présent, vous aurez compris que l'essentialisme, c'est tout ce que Simone de Beauvoir rejette. Elle ne peut que le rejeter, car pour l'existentialisme, c'est nous et seulement nous qui déterminons notre essence. Je disais en préambule de cet épisode qu'il existait plusieurs branches du féminisme, le féminisme existentialiste étant l'une de ces branches. Mais, à l'opposé du spectre, on trouve ce qu'on appelle le féminisme différentialiste, qui lui part du principe qu'il existe une nature féminine. Le féminisme différentialiste, c'est un courant qui considère qu'il existe des attributs intrinsèquement féminins et qui milite pour leur valorisation dans l'espace social. Le féminisme différentialiste, c'est donc un féminisme qui considère non seulement qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes, mais surtout, et c'est ça le plus important, que ces différences ne sont pas seulement d'ordre social, qu'elles ne sont pas seulement des constructions culturelles, mais qu'elles relèvent de l'inné. Différences biologiques, notamment physiologiques et hormonales, différences psychologiques, selon l'idée que la vie du corps détermine la vie de l'esprit, différences comportementales, elles-mêmes consécutives aux différences psychologiques. En revanche, ce que conteste le féminisme différentialiste, c'est le principe de hiérarchisation entre les attributs masculins et les attributs féminins. C'est l'idée que la nature féminine devrait être considérée comme inférieure à la nature masculine. C'est ça que le féminisme différentialiste rejette. L'idée qu'une différence de genre devrait induire une différence de valeur. Donc ce qui pose problème aux féministes différentialistes, ce n'est pas qu'on dise qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, c'est que ce constat conduise à l'établissement d'une hiérarchie de valeurs entre la féminité et la masculinité. Ce qui leur pose problème, c'est qu'au lieu de valoriser la féminité pour en faire une essence de valeur égale à la masculinité, on cherche à la dissoudre et à la faire oublier dans l'imitation de la masculinité.
Ce qui leur pose problème, c'est que sous couvert de défense des femmes, on s'attaque finalement à ce qui fait l'essence des femmes, à savoir la féminité. Car penser que pour être les égales des hommes, les femmes devraient renoncer à être des femmes, n'est-ce pas se soumettre aux critères de valeur de la masculinité? N'est-ce pas considérer qu'il est valorisant d'être un homme et honteux d'être une femme? Donc vous voyez ici qu'on est très très loin du féminisme existentialiste défendu par Simone de Beauvoir. On en est même à l'opposé. Et vous voyez aussi que cette opposition, elle tient d'abord à une divergence philosophique. On n'a pas affaire ici à un conflit d'opinion. On a affaire à un différend métaphysique. Et quand je parle de différend métaphysique, il faut bien comprendre de quoi on est en train de parler. On est en train de parler de la querelle des universaux. La querelle des universaux, c'est le grand débat philosophique qui a eu lieu de l'Antiquité au Moyen-Âge, qui débute avec Platon et Aristote, sur le fait de savoir si les universaux, c'est-à-dire les essences, sont bel et bien des réalités qui existent indépendamment de nous, ou bien si ce sont seulement des constructions de notre esprit. Dans le cas qui nous occupe, si je parle de la femme et de l'homme, la question est de savoir, est-ce que je sous-entends qu'il existe une essence féminine et une essence masculine éternelle dont les femmes et les hommes seraient les représentants incarnés? Ou bien est-ce que j'emploie ces mots par simple commodité de langage, tout en estimant par ailleurs qu'il ne s'agit là que de constructions culturelles ne renvoyant à aucune réalité consistante? Donc vous voyez que ça va très loin. On n'est pas du tout dans une querelle politique. On est dans une querelle ontologique. Et Simone de Beauvoir, elle a choisi son camp ontologique. Son camp ontologique, c'est l'existentialisme. C'est le rejet des essences. C'est le rejet d'un éternel féminin mythique et fantasmé dans lequel elle ne voit qu'une tentative par les hommes de figer les femmes dans une essence pour ainsi pouvoir mieux les maîtriser et les inférioriser. L'éternel féminin, c'est la tentative de définir et de s'emparer de ce qui relève fondamentalement de l'indéfinissable et de l'insaisissable. Et si la nature féminine est insaisissable, ce n'est pas en vertu d'une qualité mystique. C'est parce que c'est l'être humain lui-même qui est insaisissable. C'est parce que c'est la nature même de l'être humain de ne pouvoir être saisi. Étant donné que sa nature, c'est la liberté, c'est-à-dire le rejet de toute détermination. Et en figeant les femmes dans une essence féminine, dans un éternel féminin mythique, on allait rendre possible l'attribution aux femmes de fonctions prétendument naturelles, et ce faisant, leur interdire l'accès à l'expérience humaine la plus haute, à savoir la liberté. Je cite. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a dans l'espèce humaine des femelles. Elles constituent aujourd'hui, comme autrefois, à peu près la moitié de l'humanité. Et pourtant, on nous dit que la féminité est en péril. On nous exhorte, soyez femmes, restez femmes, devenez femmes. Tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. Il lui faut participer à cette réalité mystérieuse et menacée qu'est la féminité. Celle-ci est-elle sécrétée par les ovaires, ou figée au fond d'un ciel platonicien? Suffit-il d'un jupon à froufrou pour la faire descendre sur Terre? Bien que certaines femmes s'efforcent avec zèle de l'incarner, le modèle n'en a jamais été déposé. On la décrit volontiers en termes vagues et miroitants, qui semblent empruntés au vocabulaire des voyantes. Au temps de saint Thomas, elle apparaissait comme une essence aussi sûrement définie que la vertu dormitive du pavot. Mais le conceptualisme a perdu du terrain. Les sciences biologiques et sociales ne croient plus en l'existence d'entités immuablement fixées. S'il n'y a plus aujourd'hui de féminité, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Le féminisme existentialiste, c'est un féminisme anti-essentialiste. C'est un féminisme qui refuse de considérer que les rôles sociaux attribués aux femmes et aux hommes découleraient d'une essence primitive, domiciliée dans une nature éternelle ou dans un au-delà métaphysique. La critique de Simone de Beauvoir est donc très claire. C'est la critique de la naturalisation des rôles sociaux. Qu'est-ce qu'un rôle social? Eh bien, c'est par exemple la femme au foyer. La femme au foyer étant le prolongement culturel de la femme biologique, de la femme conçue comme matrice, c'est-à-dire de la femme physiquement inféodée à l'homme et aux dépendances de la maternité. Un rôle social, c'est par exemple le chef de famille. Le chef de famille étant, là encore, le prolongement culturel du chef de tribu, qui organise l'appropriation des ressources, ainsi que la défense et la conquête du territoire. Et donc, dénoncer la naturalisation des rôles sociaux, c'est dénoncer le fait que, parce qu'il existe des différences biologiques entre les sexes, ces différences biologiques devraient se traduire dans des différences de fonction. Or, pour Simone de Beauvoir,
ce lien entre attributs naturels et fonctions sociales n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être parce que cela reviendrait à introduire l'idée que les êtres humains posséderaient une essence. Autrement dit, qu'ils ne seraient pas libres de choisir leur essence. Donc là encore, tout ramène à l'existentialisme et à son rejet des essences. Et si vous avez compris à quel point l'idée d'indépendance à l'égard des déterminations naturelles constitue le centre de gravité de la pensée existentialiste, alors vous avez compris, du même coup, le sens de l'engagement féministe de Simone de Beauvoir. Le rejet de toutes les déterminations. Pour Simone de Beauvoir, contrairement aux animaux, les êtres humains ont la capacité de dévier de leur trajectoire naturelle. Ils ont la capacité de construire leur identité à l'encontre de ce que la nature a prévu pour eux. C'est ce qu'on appelle la civilisation. La civilisation, c'est le projet historique de l'humanité de s'émanciper des contraintes de la nature. C'est le projet de l'humanité de définir sa propre essence. Et au cours de l'histoire, l'humanité a développé quelque chose de particulièrement performant pour l'assister dans ce projet, à savoir la technique. La technique, c'est ce qui nous affranchit du biologique. C'est ce qui nous affranchit des impératifs de l'espèce. Or, pour Simone de Beauvoir, nos sociétés technicisées devraient tendre vers ce projet d'émancipation vis-à-vis du biologique. Elles devraient tendre vers une désanimalisation de notre condition. Elles devraient le faire, premièrement, parce qu'elles le peuvent, et deuxièmement, parce que notre animalité est toujours vectrice d'une infériorisation du rôle des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire que notre animalité est vectrice d'une infériorisation du rôle des femmes ? Bien, ça veut dire que, d'un point de vue animal, d'un point de vue biologique, le rôle de l'homme est productif, tandis que le rôle de la femme est reproductif. L'homme crée, la femme procrée. Et c'est cette dissymétrie originelle qui est la source, selon Simone de Beauvoir, de l'infériorisation du statut des femmes. Car ce que remarque Simone de Beauvoir, c'est que la nature animale de l'homme le destine à l'indépendance, tandis que la nature animale de la femme la destine à la dépendance. Biologiquement, la femme incarne la passivité et l'intériorité, tandis que l'homme incarne l'activité et l'extériorité. La femme est physiquement plus faible que l'homme, elle est donc dépendante de lui du point de vue de la survie, et vouée à rester au foyer où elle est en sécurité. L'homme, c'est au contraire celui qui sort du foyer pour chasser et rapporter la nourriture, éventuellement pour se battre afin de défendre le territoire. La femme porte et donne le sein à ses enfants, ce qui accentue sa vulnérabilité aux agressions extérieures, et donc sa dépendance à l'égard de l'homme. À l'inverse, l'homme n'est biologiquement rattaché à ses enfants que par un jet de semences, ce qui lui confère une plus grande indépendance. Sexuellement, la femme reçoit en elle le sexe masculin. La sexualité féminine est donc liée à l'intériorité, tandis que la sexualité masculine est marquée par l'acte de pénétration, le phallus représentant la conquête, alors que le mot utérus signifie étymologiquement le ventre. Encore une fois, l'intériorité. Donc c'est ce rapport d'inégalité biologique entre les femmes et les hommes, le fait que du point de vue de la survie de l'espèce, la féminité débouche sur une situation de dépendance, tandis que la masculinité débouche sur l'indépendance, que Simone de Beauvoir perçoit comme une atteinte au principe de l'existentialisme. L'existentialisme, on l'a suffisamment répété, c'est l'affranchissement à l'égard de toutes les déterminations extérieures. C'est la construction d'un projet individuel qui ne soit pas rivé à notre condition biologique ou à notre situation sociale. Or, ce que Simone de Beauvoir nous dit, c'est que dans ce projet existentiel, l'homme est naturellement favorisé par rapport à la femme. Parce que la nature même de son animalité le prédispose à sortir de son animalité. Elle le prédispose à surpasser ses déterminations biologiques. L'animalité masculine, c'est la conquête. C'est l'appropriation. C'est le façonnement du monde. L'animalité masculine, c'est la nécessité d'aller en permanence au-delà de soi, c'est-à-dire de transcender constamment sa condition. L'animalité masculine, c'est le mouvement. Tandis que l'animalité féminine, c'est au contraire le repli dans l'intériorité. C'est la fragilité, la peur du monde extérieur, c'est la fixité. Quand l'animalité de l'homme le pousse à la transcendance, l'animalité de la femme l'arrive à l'immanence. Simone de Beauvoir a une phrase pour ça, elle dit « Le malheur de la femme,
c'est d'avoir été biologiquement vouée à répéter la vie. La femme répète la vie quand l'homme façonne la vie. C'est la distinction qu'on trouve dans l'illémorphisme, la métaphysique d'Aristote, entre le principe de la matière et le principe de la forme. Un peu comme la sculpture nécessite à la fois une matière à sculpter et le travail du sculpteur. La matière étant associée à la femme, qui crée la vie, tandis que la forme est associée à l'homme, qui façonne le monde. Et donc le fait que la femme soit biologiquement condamnée à répéter la vie au lieu de la façonner, c'est quelque chose que Simone de Beauvoir refuse. Elle le refuse au nom de l'idée que la civilisation, ce n'est pas le prolongement de la biologie, mais le dépassement de la biologie. Ce que voudrait Simone de Beauvoir, c'est que dans des sociétés où les attributs masculins et féminins n'ont plus de signification du point de vue de la survie de l'espèce, puisque la mécanisation de la production a permis de se libérer du besoin de la force de travail masculine, et que la baisse de la mortalité infantile ne rend plus nécessaire de faire beaucoup d'enfants pour reproduire l'espèce. Que dans ces sociétés, les femmes et les hommes ne soient plus associés à des rôles, mais deviennent ce que le projet existentialiste considère qu'ils doivent devenir, à savoir des individus libres. Des individus libres, porteurs de projets existentiels, c'est-à-dire porteurs de projets qui dépassent les contraintes liées à la reproduction de l'espèce. Pour Simone de Beauvoir, hommes et femmes doivent tendre à une égalité sociale qui est le seul lieu possible de la liberté humaine. Je cite. « Tout sujet se pose concrètement à travers des projets comme une transcendance. Il n'accomplit sa liberté que par son perpétuel dépassement vers d'autres libertés. Il n'y a d'autre justification de l'existence présente que son expansion vers un avenir indéfiniment ouvert. Chaque fois que la transcendance retombe en immanence, il y a dégradation de l'existence en soi, de la liberté en facticité. Cette chute est une faute morale, si elle est consentie par le sujet. Si elle lui est infligée, elle prend la figure d'une frustration et d'une oppression. Elle est dans les deux cas un mal absolu. Tout individu qui a le souci de justifier son existence éprouve celle-ci comme un besoin indéfini de se transcender. Or, ce qui définit d'une manière singulière la situation de la femme, c'est que, étant comme tout être humain une liberté autonome, elle se découvre et se choisit dans un monde où les hommes lui imposent de s'assumer comme l'autre. On prétend la figer en objet et la vouer à l'immanence, puisque sa transcendance sera perpétuellement transcendée par une autre conscience essentielle et souveraine. Le drame de la femme, c'est ce conflit entre la revendication fondamentale de tout sujet qui se pose toujours comme l'essentiel et les exigences d'une situation qui la constitue comme inessentielle. Comment, dans la condition féminine, peut s'accomplir un être humain? Quelles voies lui sont ouvertes? Lesquelles aboutissent à des impasses? Comment retrouver l'indépendance au sein de la dépendance? Quelles circonstances limitent la liberté de la femme et peut-elle les dépasser? Ce sont là les questions fondamentales que nous voudrions élucider. C'est dire que nous intéressant aux chances de l'individu, nous ne définirons pas ces chances en termes de bonheur, mais en termes de liberté. Si l'être humain n'a pas d'essence, si la seule essence de l'être humain, c'est sa liberté par laquelle il construit son projet existentiel, alors on peut légitimement se demander que vaudrait cette liberté si elle ne rencontrait aucun obstacle? Que vaudrait notre liberté si elle n'était pas une réponse? Lorsque Simone de Beauvoir forme dans son esprit son projet d'indépendance, son projet d'émancipation à l'égard de la fatalité sociale, elle le fait en réaction à une situation qu'elle subit. Échapper aux déterminations, se rebeller contre les essences, un tel projet resterait vain si nous ne rencontrions pas, sur notre parcours, un adversaire à vaincre. Le paradoxe de la liberté, c'est qu'elle a besoin d'un adversaire à vaincre. La liberté demeurerait un mot creux si elle n'était pas confrontée à son autre, la limite. Et si c'est bel et bien la limite qui rend possible la liberté, si c'est bel et bien l'obstacle à la liberté qui donne sa valeur à la liberté, alors la question qui se pose à nous est de savoir quel serait le destin de l'homme libre s'il n'avait rien à conquérir. Je vous remercie. Hello, everyone.
All right, I want to talk about what a lot of us might be going through right now as we prepare for the end of this year. We've been doing this for quite some time, but let's talk about what may be occurring right now. It's about transparency. Learning, practicing, and being completely transparent in every aspect of your life. And if you're completely honest with yourself like I am, it's very difficult to be absolutely transparent with every single person in your life. And what that means is that you speak your absolute truth no matter what. And if you notice, the next 2 months, unequivocally, without a doubt, you will be practicing this over and over again. So pay attention to who's coming into your life to offer you the opportunity to speak 1000% your absolute, authentic, transparent expression. Because you'll notice if you are the observer that you may silence, you may quiet, you may beat around the bush because you don't want to hurt them, especially if they are close to you, right? You don't want to hurt them. You don't want them to get offended. You don't want the reaction or the response, right? You're afraid of what may come. We are designed as consciousness in human form to live absolutely, authentically our deepest, truest, clearest expression of who we know ourselves to be no matter what. And so you are most likely going to be presented with opportunities over and over again the next 2 months to practice this. So just know that we are programmed. We are indoctrinated into a beautiful matrix that has taught us to not speak our truth and to hide aspects of us so that we fit in, so that we're part of the group, so that we don't hurt people, right? You don't say these things to these people, you don't rock the boat, etc. Throw all of that nonsense out the freaking windows now. Be all of you, be transparent, be authentic, practice it, practice it, practice it, and you will feel, you're going to feel what it feels like when you're absolutely transparent. And for many of us, including myself, it's nerve-wracking in the beginning, right? It's uncomfortable in the beginning. But the more you do it, the easier it becomes, the more sovereign and empowered you become. And you start living your life completely transparent, no longer holding anybody else as your responsibility. So just know that, yeah, it may be crunchy. It may not feel super comfortable as you do it because we are indoctrinated into a culture and a world where we are not designed to do it. Practice. This is the greatest gift you are given to yourself every day. Who's coming into your life? How transparent are you? I love you and thank you for being here.